Sano Ibrahima, vous êtes économiste. On a vu cet incendie qui a complètement paralysé la ville de Conakry. Et d'ailleurs, même ça a ralenti les activités jusqu'à l'intérieur du pays. De votre œil de spécialiste des questions financières, comment vous avez observé cette situation? Quel est votre premier constat? Donc, premièrement, permettez que je puisse m'acquitter donc d'un devoir d'humain, pas en tant que citoyen, d'humain, consistant à dire que mes condoléances les plus attristées donc vont aux familles donc éplorées, celles-là qui ont été donc affectées par la tragédie donc qui nous a frappés tous, et celles qui ont perdu donc les membres de leur famille, qu'ils reçoivent ma compassion à l'occasion de cet événement douloureux. Mais aussi, je forme le vœu et les prières que ceux-là qui ont été affectés, qui sont encore dans les hôpitaux, ou qui sont malades, ou qu'ils soient, que ceux-là puissent donc retrouver donc, la santé le plus rapidement. Mais après, sincèrement, je crois qu'on l'a déjà dit, pour une ville comme Kaloum, une presqu'île, où la poussée démographique donc, devenait très grande, la raison donc refusait qu'un tel centre, qu'un tel dépôt puisse être donc en pleine ville. Là, on l'a compris. Je pense que les autorités qui sont là, à travers quelques structures dont la SONAP avait déjà entrepris, à la suite d'un diagnostic, donc le transfert donc, de dépôt dans d'autres lieux. Mais après, on va dire que le risque donc il est survenu. Et quand un risque il survient, il y a forcément des dommages. Les dommages, donc des conséquences peuvent être humaines. On a perdu des gens. D'après certains dire, d'autres sont encore sous les décombres. C'est très triste. Il faudrait qu'on puisse les y retrouver, que les familles puissent donc faire le deuil qui manque et aussi puissent les enterrer dans les conditions qui répondent donc à leurs coutumes et à leurs rues. Ça, c'est important. Et après, les conséquences sont forcément les conséquences économiques. Hein, parce que vous voyez qu'il y a eu la destruction. Lorsqu'il y a destruction des dépôts comme ça, c'est-à-dire qu'on a perdu des stocks donc, et à la fois donc, de gasoil, d'essence, mais aussi des fioles. Cela n'est pas sans conséquences, comme on l'a vu dans la tenue des activités commerciales, dans le transport, dans la mobilité des personnes, surtout et de leurs biens. On a vu que cette mobilité, les premiers jours ont été entravés quand on a décrété, quand on a donc dit que les stations devaient être fermées. Mais après qu'on a décidé de rationner la distribution d'essence, on voit encore que cette mobilité n'est pas très fluide. Les transports ont augmenté par endroits. Cela n'est pas sans conséquence. Après, si donc les dépôts ont été détruits, il va falloir les reconstruire. Le coût de reconstruction, c'est beaucoup. Dans les environs, dans le périmètre, les bâtiments qui ont été détruits, les propriétés privées, pour certaines entreprises qui étaient assurées, on peut comprendre qu'ils puissent demander à l'assureur des réparations, voyez-vous. Mais pour d'autres qui n'en ont pas, il faudrait que l'État vienne en aide. Donc les aides aussi que l'État va faire pour aider ces familles, donc aussi elles vont peser et à la fois sur ces dépenses et à la fois sur le budget. Et voyez-vous, dans la séquence, les conséquences donc sont économiquement donc immédiates, mais elles sont aussi différées. Parce qu'après, il va falloir donc qu'on cherche des mesures d'atténuation, mais après dans l'urgence, il faudrait qu'on intervienne. Donc cela n'est pas donc de ce point de vue sans conséquences. D'accord. Monsieur Sano, beaucoup d'observateurs avaient demandé à ce qu'on enlève, à ce qu'on déplace ce dépôt de carburant. Mais ça ne s'est pas fait comme vous l'avez vu. Alors, est-ce qu'il y a une explication économiquement rationnelle qui explique qu'on ait gardé ce dépôt de carburant à Kaloum? Non, je ne peux pas, sur le plan économique, il ne peut pas avoir aucun intérêt pour lequel donc on l'a gardé. Sinon que, premièrement, pour la négligence donc, des pouvoirs antérieurs, ça peut s'expliquer par ça. Une négligence, un manque d'anticipation, ça peut s'expliquer. Parce que lorsque vous parlez de démantèlement, ça ne va pas se démanteler en un seul jour. Il faut trouver un site, il faut faire des études de faisabilité. Ces études peuvent prendre du temps. Il faut chercher la mobilisation des ressources, faire des appels d'offres pour permettre donc qu'ils puissent avoir une entité donc, qui exécute le projet. Et après, il faudrait que dans l'exécution, qu'on s'assure que les conditions donc, sont réunies. Parce qu'il faudrait que, par rapport à la distance, par rapport aux conditions d'émission, par exemple, du COD, donc il faut qu'il y ait de la minimisation de l'émission donc, des effets de serre. Et après, la question de financement aurait pu poser problème par le passé, mais je pense que cette question aurait pu être surpassée si jamais il y avait de l'anticipation. Voyez-vous, si on avait anticipé, on aurait pu le faire. Bon, maintenant, ceux-là qui sont venus décident donc... voilà, ils ont trouvé un site en peu de temps, ils ont quand même fait des études, mais il faut comprendre que construire un projet ne se fait pas en un jour. Hein.
ça prend du temps, il faut des fonds. Et la construction, quand bien même on a des ressources, on les aurait, ça prend du temps. Là, il faut le concéder. Mais après, est-ce que oui, le fait que le site ait pu rester en ville, est-ce que ça rapportait à l'État? Je ne pense pas beaucoup. Je pense pas. Je pense que non. Parce que tout simplement, l'entreposage dont il est question, il y a un monopole de l'État là-dessus. C'est lui seul, donc ça appartient à lui. Donc il a un monopole là-dessus. Et lorsqu'on a un monopole, ça veut dire qu'on n'est pas dans une concurrence. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ils prennent ou ils ne prennent pas. Et donc, comme ils sont obligés de prendre, ils vont prendre. On est d'accord. Et dans ces cas, donc, lorsqu'on déplace le lieu d'entreposage, on envoie dans une autre localité, ils sont obligés aussi d'y aller. Donc, vous comprenez, dans ce sens-ci, le manque à gagner aurait été moindre. Mais peut-être que l'État aurait gagné si jamais il avait décidé donc d'aménager un lieu plus moderne. Il aurait gagné non seulement en ressources, puisque les capacités d'entreposage auraient été plus grandes. Et voyez-vous, et en plus aussi que cela aurait permis donc que les lieux sur lesquels l'évacuation se fait auraient pu être même vendus. Et lorsqu'on les vend, donc il aurait pu engager carrément de la plus-value, n'est-ce pas? Qui aurait permis, si l'entité qui le fait, à supposer que la portion de terre l'appartienne. Et donc, en le cédant, ça aurait pu permettre donc de financer une partie de la reconstruction et de financer quelques coûts financiers. Donc, voyez-vous, donc, dans ces cas-ci, il aurait eu des plus-values. Et en plus aussi, on aurait évité d'exposer la population à des risques comme ceux-là qui sont arrivés. Malheureusement, lorsqu'on parle souvent des risques comme ça écologiques, les gens pensent que c'est le droit seulement qui s'y intéresse ou la santé. L'économie s'intéresse aussi aux effets des réchauffements climatiques. Parce que lorsqu'il y a réchauffement climatique, donc l'émission des effets de serre, c'est naturellement, on va dire, la pluviométrie qui peut être affectée. Et lorsque la précipitation est affectée dans les pays tropicaux comme les nôtres, il y a des risques auxquels on s'expose, c'est la sécheresse naturellement. Et quand cela se fait, l'insécurité donc sanitaire alimentaire peut conduire donc à des désastres. Et souvent aussi au fait que les politiques non seulement budgétaires et économiques soient affectées. Parce que l'État, pour des mesures d'urgence et d'atténuation des effets donc liés au réchauffement climatique, va faire donc des dépenses qui vont être, qui auraient pu aller à des cas sociaux plus intéressants. Et non, c'est en cela que l'on dit clairement qu'il aurait été bon qu'on ait dépassé. Mais maintenant que le problème il est arrivé, je pense qu'il faut penser non seulement aux conséquences, mais aussi aux mesures d'atténuation qu'il faudrait avoir. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Exactement. Monsieur Sano, vous allez réagir rapidement sur l'environnement, mais surtout, qu'est-ce que l'État a perdu, qu'est-ce que l'État perd dans cette situation sur le plan économique? Oui, la perte est immense, puisque d'abord pour la société elle-même qui fait l'entreposage, donc elle a perdu beaucoup de ressources, puisqu'elle a commandé des substances qu'elle a reçues. Ces substances n'ont pas pu être écoulées, elles ont été détruites. Même si quelque part il est possible que l'assureur puisse donc leur payer donc quelques indemnités pour la compensation, mais il s'ensuit que donc il y a une perte résiduelle. La seconde chose, c'est qu'elle perd en capacité d'entreposage et de commercialisation. Elle ne peut pas vendre. Donc pendant tout ce temps, elle a des manques à gagner. Et après, pour l'État, il faut qu'il intervienne donc pour la reconstruction, reconstruire le lieu, aider les populations sinistrées donc, qui ont perdu des biens, donc à reconstruire, à avoir le minimum, parce que le droit donc, au toit est un droit qui est constitutionnellement garanti. Donc il faudrait donc que l'État engage donc des dépenses. Et ces dépenses souvent vont être très grandes. Et d'autant plus que souvent ces dépenses n'ont pas été budgétisées, donc ça veut dire que dans la loi de finances donc, rectificative, il s'ensuit qu'il puisse avoir donc des dépenses en fait plus grandes que celles-là qui sont prévues. Et pour le budget qui est déjà voté donc en déficit, vous comprenez, où il y a plus de dépenses que de recettes, donc il s'ensuit que l'accroissement encore des recettes et des dépenses résiduelles en lien à la construction aggraverait donc le déficit. Première chose. Après, il faudrait que l'État aussi donne de l'argent pour aider. Il y a des mesures d'atténuation, il faut atténuer les effets. Non, ces mesures d'atténuation, c'est compliqué. Et après, il faudrait qu'il y ait après les mesures d'urgence d'abord. Dans l'urgence, il faut que l'État donc fasse quelque chose. Ce sont ces mesures qu'on est en train de voir. Il faut envoyer tout de suite des camions ici et là, des citernes pour aller chercher l'essence avec toute cette grande distance, et ce sont des frais donc qu'on va engager. La prise en charge aussi que l'État, on dit que c'est gratuit, ça veut dire que c'est l'État qui s'y porte quoi. Cette prise en charge médicale qu'il faut faire, c'est assez frais, vous comprenez. Donc après, là aussi, les dépenses aussi vont exploser. Les dépenses déjà qui vont exploser plus que les recettes, il y a un problème. Au niveau aussi des recettes, l'activité donc a été affectée. À Kaloum, déjà, les premiers jours, il n'y a pas eu de choses. Et même maintenant, il y a le ralentissement de l'activité. C'est le cœur de la capitale.
c'est le cœur. Et après, à Conakry, à l'intérieur, on a vu carrément que la rupture en lien à la fermeture des stations a conduit donc lieu à une spéculation et à des tensions spéculatives les premiers jours. Vous avez vu, pour la mobilité, ça a joué sur la mobilité. Dans certains lieux où le tronçon se faisait à 2000, il fallait sur la moto 15 000, des fois 20 000, 25 000. Les gens, donc, c'est comme si on était dans un pays de guerre. On voyait rarement les gens dans la circulation. Ça peut s'expliquer par le deuil, mais par des difficultés de mobilité. Après, pour aller à l'intérieur, voyez-vous, c'est compliqué. Et quand cela se fait, ça va conduire donc à une tension qui va donner lieu à l'augmentation des prix. Des prix, surtout des denrées. Et cette inflation, qui peut être une inflation non monétaire, va conduire carrément à la hausse aussi de l'inflation au niveau général. Et après, au niveau des recettes, en lien avec la pénurie, parce qu'il y a des secteurs qui vont être affectés. Le secteur, par exemple, des transports, il est affecté à courte échéance, mais à moyenne et longue échéance, si les mesures qui seront apportées ne sont pas très bonnes, et il s'ensuit que les conséquences donc vont être différées. Et là encore, ça va faire des manques à gagner en termes de recettes. Après, il y a d'autres secteurs qui sont les plus affectés. C'est le secteur, par exemple, des hydrocarbures. Les acteurs qui y sont, donc, ne vont pas, les stations donc, ne vont pas vendre beaucoup. Lorsqu'elles ne fonctionnent pas beaucoup, elles ne vont pas payer beaucoup d'impôts. Et donc, de ce côté-là, l'État ne va donc pas avoir beaucoup. Et après, il est possible que dans la production, la distribution d'énergie, qu'il puisse avoir donc des défis. Ces défis vont conduire lieu souvent à des délestages. Il faut s'attendre à ça. Et donc à ces niveaux aussi, donc il faut s'attendre qu'il puisse avoir donc des manques à gagner. Donc l'activité économique va ralentir de quelques points, ce qui ne serait pas bon. Les prévisions des dépenses vont être revues à la hausse, effectives à la hausse. Le niveau aussi des recettes va s'affaisser. Le déficit donc risque de s'aggraver. C'est en cela que l'État doit privilégier des mesures internes, mais d'autres mesures aussi. Il faudrait qu'il puisse avoir un fonds de solidarité, parce qu'il faudrait que dans la gestion donc des aides qu'on reçoit, qu'il y ait une transparence. Mais maintenant, s'il y a plusieurs caisses, il n'y a pas d'unicité des caisses, il s'ensuit que l'argent qui sera donné, surtout, va aller donc dans des mauvaises mains. Et ne va pas donc arriver surtout aux sinistrés. Et donc, dans ces cas-ci, il faudrait qu'il y ait une caisse, un fonds, où tout ce qui y rentre, qu'on sait par rapport à la trésorerie, tout ce qui y rentre, parce que ça va aussi aider à l'État donc à faire supporter sa charge. C'est comme si les gens contribuent déjà à alléger la charge de l'État. Certains pays aussi vont y aider. Cela va contribuer aussi à alléger la charge de l'État, donc à minimiser la partie donc de somme d'argent, à réduire la somme d'argent qu'elle aurait à débourser en termes donc de dépenses. Mais après, il s'ensuit qu'il faut faire face à la reconstruction. Et maintenant, puisque le risque donc il est arrivé, plus que prévu, il est arrivé, les dommages sont là, il faut faire la reconstruction. Donc il faut mobiliser les fonds le plus rapidement possible. Peut-être la nature maintenant des sociétés en jeu pourrait permettre qu'elles puissent contracter des capitaux. Ça dépend maintenant de la solidité financière qu'elles puissent avoir et aussi la possibilité des garanties qu'elles vont présenter. Mais il faudrait donc que l'État puisse les aider à avoir des garanties auprès des institutions financières qui existent, puisqu'elles n'ont pas la possibilité d'émettre donc des obligations privées. Donc, qui sont des obligations donc, de société. Donc, elle ne peut pas faire des emprunts obligataires. Il faudrait que le financement soit purement bancaire. Ou sinon, qu'elle le fasse sur les ressources dont elle dispose. Et bien là, ça va jouer aussi sur les stratégies donc, à moyenne et à longue échéance. Donc, l'État va supporter une bonne partie donc, du coût de reconstruction. Et là aussi, sur ces dépenses, il va aussi avoir, donc, voyez-vous, donc, d'un certain point de vue, il faut s'attendre à ce que l'activité économique donc, baisse. Et quand ça baisse souvent, que le niveau d'inflation augmente, c'est le coût de la vie donc qui va renchérir. Et avec les délestages aussi qui pourraient arriver si beaucoup d'efforts ne sont pas faits, il s'ensuit aussi que ce sont les activités économiques industrielles qui vont être aussi affectées. Qui vont être ralenties. D'accord. Votre œil d'économiste, M. Sano, quelles sont les solutions que vous préconisez pour qu'à l'avenir nous n'assistions pas à ce genre de choses? Donc, il y a deux types de solutions qu'il faudrait préconiser. Il y a des solutions d'abord d'urgence et celles d'atténuation. Dans l'urgence, il me semble qu'il faudrait que premièrement, que l'État puisse donc mettre en place une commission d'enquête. On en a patiemment beaucoup dit. Il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête indépendante qui puisse situer donc les responsabilités. Premièrement, les origines qui peuvent être internes ou externes. La défaillance interne peut l'expliquer. La responsabilité civile aussi, quelque part, parce qu'il peut y avoir des manquements professionnels. Ça, c'est les risques qui peuvent arriver, donc qui sont opérationnels, peuvent arriver. Les raisons aussi peuvent être externes, souvent criminelles ou non, ça peut arriver. Donc, il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête qui fasse le travail. Bon, après, au-delà de ça, il faudrait, pour ma part, mettre en place un fonds d'urgence, où les aides aussi bien des Guinéens qui... par solidarité, donc, ont voulu bien faire parler leur cœur et leur générosité.
Et aussi cet élan de solidarité qu'il faudrait entretenir pour qu'il y ait un usage donc rationnel donc de l'argent ou des contributions des Guinéens, qu'on se rende compte que cette somme-là part donc aux victimes elles-mêmes, pas donc ne soit pas détournée à leur fin initiale. Bon, après, je pense que ce même fonds va permettre donc de réceptionner les aides qui peuvent être bilatérales ou multilatérales. Mais après, il faudrait aussi que l'État s'engage à poursuivre par la diplomatie économique. Donc, voyez-vous, certaines institutions qui peuvent être internationales, façon bilatérale ou non, qui pourraient aider donc à atténuer donc certains risques budgétaires. Donc, voyez-vous, bon, après, passer cela, il faudrait qu'on dise très clair qu'il faut qu'au niveau de la politique, donc, toujours dans l'atténuation, la politique donc budgétaire, tout de suite, des dépenses, qu'on commence donc à penser carrément à mettre en place, comment peut-être à réfléchir à comment peuvent être les impacts donc en termes de dépenses. Quelles sont les dépenses qui peuvent être induites par cette activité et éviter qu'il puisse avoir un effet d'éviction. L'effet d'éviction, c'est quoi? Il y a des dépenses que je n'ai pas prévues, elles arrivent à l'improviste, elles sont urgentes, elles me permettent, elles font quoi? Elles vont avoir l'effet de revoir certaines de mes priorités. La priorité peut-être dans l'éducation, dans les infrastructures et tout. On peut se dire, bon, on n'a pas d'argent. Le problème, il survient. Au lieu que je les mette dans l'éducation, je revois mes ambitions de l'éducation à la baisse, les ambitions d'infrastructure à la baisse, ou d'autres ambitions à la baisse, ou d'autres échéances politiques à la baisse. Donc, il faudrait donc qu'on entrevoie cela. De telle sorte qu'on voit dans quelle mesure, quels sont les manques à gagner qui vont engendrer les actions que l'État va faire, aussi bien dans l'urgence que dans l'atténuation. Et comment cette somme d'argent-ci, on va l'avoir. Et aussi, voir quels sont naturellement les secteurs qui peuvent être affectés. Dans l'énergie surtout, comment il faut mettre en place pour éviter donc des plans d'urgence, pour éviter donc la distribution et la production donc d'électricité en viennent à des pénuries qui peuvent avoir des impacts sur l'activité industrielle. Et aussi donc ces mesures-là qu'on est en train d'entrevoir. Comment faire par la politique de rationnement donc des carburants et au-delà, faire qu'ils ne puissent pas avoir la pénurie qui conduirait à des tensions spéculatives et aussi à l'entrave donc à la mobilité des personnes et de leurs biens, et de telle sorte que cela n'engendre pas donc une inflation. Voilà les risques pour lesquels il faut. Après, dans l'atténuation à moindre échéance, il faudrait qu'on songe donc à reconstruire on va dire, des lieux d'entreposage qui répondent aux normes internationales. Il faut qu'on se dise la vérité, la volonté elle seule elle ne suffit pas. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. L'être voulant n'est pas souvent l'être capable. Hein. Il faudrait donc qu'on mobilise l'argent. Et on a un problème dans notre pays, il faut qu'on le dise. Tous les budgets que nous avons sont votés souvent au déficit depuis très fort longtemps. C'est-à-dire qu'on mobilise peu d'argent. On dit qu'il y a l'argent, on mobilise. Bon, les raisons, on peut les chercher. Corruption ici et là, qui conduit à l'affaissement de l'assiette fiscale, les politiques d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale agressive des entreprises. Donc, ça, après, on peut en discuter. Mais dans l'urgence, il faudrait qu'on comprenne que on dépense, on a des tendances dépensières plus grandes que, on va dire, l'argent qu'on a. C'est comme si on était à découvert, si c'était une personne. Et quand on est à découvert, il ne faut pas qu'on pense que quand on veut, on peut. Donc maintenant, on n'a pas aussi des fonds chez nous, comme dans d'autres pays où il y a des fonds où les dividendes, par exemple, de l'État, en lien à ses activités dans certaines activités économiques, qui permettent donc de faire face à des réalités comme ça, qui sont à peu près des fonds d'urgence, quoi, dans la durée pour atténuer les effets donc liés au réchauffement climatique ou naturel qui peuvent venir. Voyez-vous, dans notre pays, on n'a pas ça. Donc là, on est obligé donc de voir l'ingénierie financière permettant aux sociétés donc qui sont là de pouvoir mobiliser l'argent et voir comment l'État, par le concours, donc par son concours, pourrait aider à ce que ces sites soient construits à moyenne échéance, qui répondent aux normes, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse dans l'anticipation, comme on le veut, on va faire des sites bâclés, on les déplace, mais on va reprendre encore la même chose. Donc il faudrait qu'on fasse des travaux qui répondent à nos ambitions, et il faudrait donc qu'on soit dans la durée. Et cela suppose donc que l'on mobilise de l'argent, parce que malheureusement, les Guinéens pensent souvent que leur État en a, mais il n'en a pas, parce qu'on ne produit pas beaucoup. D'accord. Merci, monsieur.